amis, aujourd'hui nous allons vous présenter un poète russe, probablement un des plus grands poètes russes, un poète russe extraordinaire, de par sa vie et de par son œuvre, c'est une personne magnifique. Ici vous avez une représentation, une photo qui a été faite de lui quand il était jeune, à l'époque à peu près à laquelle il a été à Paris, c'est-à-dire dans les années 1907. Il a son costume, il est très bien. Et voilà la plaque qu'on a érigée au 12 rue de la Sorbonne, où il vivait, Ossip Mandelstam, poète russe, voyez. Donc ici on a mis son profil et c'est très bien. Donc il était à Paris, il était dans différentes universités, il était dans des très grandes écoles russes. Malheureusement, il ne pouvait pas rentrer à l'université parce qu'il était juif. Mais après, il a compris, il s'est converti, comme ça il a quand même pu y aller. Voilà ses amis, ici d'autres poètes qui sont avec lui, et lui il est assis. Ici, regardez, ils sont bien avec leurs bottes et tout, ils sont sympathiques. Et puis ici, il est déjà beaucoup plus vieux, et il est ici assis avec j'allais dire une bande de poètes, mais c'est un groupe de poètes. Et parmi ces poètes, ici, il y a Akhtanova, et c'est elle qui a créé le mouvement acménisme de Moscou. Donc Acmé pour dire que c'est le top, c'est l'apogée, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc dans l'idée même des poètes russes, l'acméisme c'était de faire ressortir la terre et l'homme. On n'a pas besoin d'autre chose. C'était un peu quelque chose qui était pas directement contre le symbolisme, mais c'était plutôt, ce qui est important, c'était la terre et l'homme. D'ailleurs, pour vous aider, j'ai sorti quelques petits poèmes qui décrivent cette situation. Le premier, qui est complètement un poète acménisme, donc voilà ce qu'il a écrit en 1913. C'est à Pétersbourg. Au calme faubourg, les concierges balaient la neige à la pelle. Escorté de moujiks à barbe, je suis un homme qui marche. Des femmes passent, prompt foulard, des cabots fous glapissent, et la rose merveille des samovars éclaire l'isba et cabaret. Voyez comme c'est beau cette magnifique métaphore de nous montrer la rose vermeille des samovars, c'est-à-dire cette petite lueur qui est due au fait que le samovar contient du charbon de bois qui brûle et qui garde l'eau chaude pour le thé. Donc vous voyez, c'est très belle. Hein? La rose vermeille des samovars éclaire isbaz et cabaret. Bien sûr, notre ami, il a vécu là-bas en Russie, il a vécu la Révolution, ça lui a pas forcément, ça lui a fait beaucoup réfléchir et tout. Et malheureusement, à un certain moment, ce pauvre homme, ce pauvre Mandelstam, il s'en est pris à Staline. Et il a fait un poème contre Staline, ou en tout cas, il a écrit ce poème qui a été retenu par le NKVD, l'ancêtre du KGB, et naturellement, après ce poème-là, il va finir très malheureusement dans des camps de Sibérie. Alors je vous le lis parce qu'il est aussi très beau et très intéressant. Nous vivons sourds à la terre sous nos pieds. À 10 pas, personne ne discerne nos paroles. On entend seulement le montagnard du Kremlin, le bourreau et l'assassin de Moujik. Ses doigts sont gras comme des vers,
Des mots de plomb tombent de ses lèvres, sa moustache de cafard nargue, et la peau de ses bottes luit. Autour, une cohue de chefs au cou de poulet, des sous-hommes zélés dont il joue. Ils hennissent, miaulent, gémissent, lui seul tempête et désigne. Comme des fers à cheval, il forge ses décrets qu'il jette à la tête, à l'œil, à l'aine. Chaque mise à mort est une fête, et vaste est l'appétit de l'ossète. Voyez la fin est très insultante pour Staline, parce qu'on y met chaque mise à mort est une fête, et vaste est l'appétit de l'ossète. L'ossète, ça fait très chibolette en fait. Ça veut dire qu'il venait d'Ossétie, c'est-à-dire qu'il venait de Géorgie, c'est-à-dire que dans son russe, il y avait cet accent caucasien qui ressortait, donc il n'était pas pur, donc il y a quelque chose, voilà, donc c'est pour ça qu'il a mis cette chose terrible. Vous voyez, c'est un poème qui est magnifiquement traduit par notre ami Jacotet, et quand on voit la tradition, la magnificence de ce poème, on voit à la fin cette espèce de relation, cette relation avec l'Ossétie, la Géorgie, c'est-à-dire que finalement on méprise ce montagnard du Kremlin. Alors évidemment, il a fini au NKVD, vous voyez, ça c'est sa fiche au NKVD, MA, je pense, pour Mendelssohn, là c'est tout écrit des choses, avec des références, et lui il a comme un espèce de petit regard, de travers, c'est quand même assez joli. On va l'envoyer à Voronej, près de Vladivostok, et c'est là qu'il va mourir. Et alors, je vous ai quand même fait un de ses derniers poèmes, en avril 1935, quand il est là-bas, à Voronej. Voilà. Lâche-moi, rends-moi, Voronej. Tu me dévoreras, tu me vomiras, tu me renieras, tu me relâcheras, Voronej. Lubie, barreau, neige. C'est quand même énorme et c'est magnifique. Comme c'était un garçon très intelligent et qui s'était intéressé à toutes sortes de problèmes concernant la poésie, évidemment, il a écrit un petit livre sur Dante. Ça s'appelle « Les entretiens sur Dante ». Ici, nous sommes obligés de faire une petite parenthèse pour bien que vous compreniez que quand il va s'exprimer sur le texte de Dante, il va s'exprimer essentiellement sur la métaphore que Dante utilise et que lui-même a étudié et a constaté. Alors, on voulait vous montrer que finalement, vous voyez, la métaphore, c'est aussi une espèce de comparaison. La métaphore dont le mot lui-même voudrait dire transport, donc c'est ce qui transporte notre pensée. On ne peut pas faire sans la métaphore, parce que c'est une comparaison. Ceci nous permet d'expliquer. On explique les choses en utilisant des termes de liaison, comme, ou tel que, ou ainsi que, ou je ne sais pas. Et alors, vous voyez, la métaphore, c'est ce qui fait tout l'intérêt de la poésie, parce qu'on va pouvoir faire toutes sortes de jeux avec les termes métaphoriques. Vous voyez, même les Anglais eux-mêmes, ici, vous voyez, regardez cette espèce de dessin complètement fou. Les Anglais, quand il pleut très très fort, que la pluie est très très soutenue, eh bien ils disent « raining cats and dogs », c'est-à-dire qu'il pleut des chiens et des chats. Comme nous, on dirait, il pleut des cordes, il pleut des hallebardes. Eh bien, eux, ils disent ça, puis il y en a un qui a fait le dessin, vous voyez, très intéressant. Il y a même un chien qui s'est planté sur le parapluie, la femme qui a le parapluie qui part comme ça, des fourches qui vont dans tous les sens. Enfin, c'est un temps vraiment horrible avec des chats et des chiens qui descendent du ciel, etc. Il y a aussi une façon d'exprimer les choses d'une certaine manière. Voilà une très belle métaphore.
L'idée est une graine. Ah, c'est très simple. L'idée est une graine. Plantez-la, laissez-la grandir, et elle alimentera de nouvelles idées. Voilà. Donc l'idée est une graine. Voilà cette comparaison qui fait qu'on compare l'idée à une graine et qu'on peut la planter. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et suivre, comme Mandelstam, le Dante et son Virgile qui le suit partout, dans l'enfer. Voilà qu'ils sont dans l'enfer, ils sont au 8e Bolge, et voilà ce que Dante a écrit. Je vais vous le lire. Je vais vous dire, donc, au chant 26, il écrit ça. Comme le paysan se reposant sur le coteau, pendant le temps où le flambeau du monde tient sa face le moins longtemps cachée, à l'heure où la mouche fait place aux moustiques, voit des lucioles dans la vallée, là où le jour il vendange et laboure. Ainsi resplendissait la 8e Bolge, d'autant de flammes, comme je le vis dès que je fus là d'où le fond se découvre. Et comme celui que les ours vengèrent vit le char d'Élie à son départ, quand les chevaux montèrent droit dans le ciel, si bien qu'ils ne pouvaient à le suivre des yeux voir autre chose que la flamme seule qui s'élevait comme un petit nuage. Ainsi, chacune s'avançait dans le creux de la fosse, et nul ne montrait son butin, car chaque flamme cache un pécheur. Voyez, ici vous avez cette représentation de la 8e Bolge. Ici, toujours le Dante accompagné de Virgile, qui voit sous cette lumière fracassante qui vient du ciel, qui percute la 8e Bolge, qu'on appelle aussi la Bolge, et là voilà, elle est là, c'est terrible, on voit plus son butin, on voit plus rien, on n'a que la douleur, on ne voit que de la douleur. Et alors, lui, il s'est exprimé de la manière suivante par rapport au petit texte que je vous ai lu tout à l'heure. Si vous n'êtes pas pris de vertige après cette ascension prodigieuse, digne des procédés organistiques de Sébastien Bach, essayez donc d'indiquer où commence ici le second membre de la comparaison et où est le premier, quels sont les termes de la comparaison, lequel est l'élément principal et lequel l'élément secondaire ayant pour mission de l'expliquer. Donc, ce qu'il veut dire, il veut dire que la métaphore qui a été utilisée dans ce petit texte, où on commence avec un paysan couché sur un coteau et où on termine au fond d'une fosse avec des pêcheurs, avec le soleil qui les fracasse, eh bien, finalement, on ne sait plus comment ça se passe, c'est vertigineux. C'est ce qu'il a voulu dire, c'est que ce Dante était en fait un poète exceptionnel, avec une capacité métaphorique unique et magnifique. Il ne faut quand même pas oublier que la métaphore, c'est la figure de style principale qui est utilisée par les poètes, soit en métaphore directe, soit en métaphore de comparaison, mais on ne peut pas faire sans cela. Voilà, ainsi vous avez vu cette capacité que ce Mandelstam, dans cette espèce de grande tristesse de cette fin extrêmement triste là-bas à Voronège, comment il a pu s'accompagner avec sa connaissance de Dante, ce plaisir de pouvoir lire les choses dans leur complète complexité et de pouvoir les faire remarquer. Bravo Mandelstam, bravo ce magnifique poète,
Et bravo à tous, et bravo à Dante d'avoir écrit ce monument qu'est la Divine Comédie. Nous sommes contents d'avoir pu vous communiquer ce petit exemple. Voilà.